Mon fils m'appelle tous les soirs à la même heure et me demande « Tu es seul, papa ?» Si je réponds oui, il raccroche. Si je réponds non, il insiste pour savoir qui est avec moi. Hier soir, il y avait quelque chose de différent dans son appel. Quelques minutes après qu'il a raccroché, j'ai entendu un bruit à la porte de derrière. Une ombre est passée devant la fenêtre de la cuisine. Les mains tremblantes, je suis allé voir et j'ai trouvé une enveloppe blanche sur la table, une enveloppe que je n'avais pas mise là. Ce qu'elle contenait a révélé un secret choquant qui était enterré depuis 31 ans. Si vous regardez cette vidéo seul en ce moment, dites-moi l'heure qu'il est et où vous vous trouvez, car après avoir entendu cette histoire, vous pourriez ne plus vouloir être seul. Le téléphone a sonné à 22h15 précise, comme tous les soirs depuis 3 mois. J'étais assis dans le fauteuil préféré d'Aurore près de la fenêtre, celui qui donnait sur le pâturage des vaches s'étendant vers les monts du Cantal. Le vent de novembre hurlait à travers les peupliers qu'elle avait plantés il y a 34 ans. À l'époque où cette ferme n'était qu'un rêve que nous avions bâti de nos mains calleuses et d'un espoir emprunté. « Allô, Léo » dis-je, sans prendre la peine de vérifier l'identité de l'appelant. La ponctualité de mon fils était devenue aussi fiable que le lever du soleil. « Papa » sa voix semblait tendue, contrôlée. « Tu es seul ?» La question qu'il posait chaque soir, toujours la même. J'ai jeté un coup d'œil au salon où Aurore et moi avions élevé notre garçon, où nous avions célébré les matins de Noël et surmonté les tempêtes qui avaient failli nous briser dans les premières années. La maison paraissait immense dans son vide, chaque pièce résonnant de l'absence de la femme qui les avait remplis de chaleur et de rire pendant 37 ans. Oui, dis-je. Je suis seul. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé le téléphone, écoutant la tonalité qui a suivi. C'était nouveau. D'habitude, quand je disais oui, Léo se lançait dans sa conférence hebdomadaire sur les systèmes de sécurité et les dangers de l'isolement rural pour un homme de mon âge. Il avait hérité des instincts protecteurs de sa mère, mais sans sa manière douce de le montrer. Ce soir, juste le silence. Un froid s'est installé dans ma poitrine alors que je reposais le téléphone. À 67 ans, j'avais appris à faire confiance à mon instinct. Et là, il hurlait que quelque chose n'allait pas. La maison s'est tassée autour de moi avec ses craquements et ses gémissements familiers. Je connaissais chaque son de cet endroit, c'est pourquoi j'ai immédiatement remarqué quand la poignée de la porte arrière a cliqueté. Je l'avais verrouillée après le dîner. Toujours. Me déplaçant silencieusement dans la cuisine, j'ai attrapé la lampe de poche dans le tiroir et j'ai regardé par la fenêtre. Le faisceau a illuminé des empreintes de bottes fraîches dans la boue à côté des marches arrière. Taille 44, peut-être 45, pas les miennes. Mon cœur battait la chamade alors que je vérifiais à nouveau la serrure. C'est là que je l'ai vue. Une enveloppe blanche posée exactement au centre de la table de la cuisine. Du papier cher, sans marque, non scellé. Je ne l'avais pas mise là. À l'intérieur, il y avait une seule photographie, vieille et légèrement décolorée. Elle montrait cette ferme il y a des décennies, à l'époque où les arbres étaient jeunes et où la grange d'origine était encore debout. 4 personnes posaient devant la maison, moi-même, incroyablement jeune en vêtements de travail, Aurore, avec son sourire radieux, et 2 inconnus que je ne reconnaissais pas. L'homme était grand, avec des cheveux noirs et un costume cher. Sa main reposait sur mon épaule de manière possessive. La femme à côté de lui avait des yeux froids et calculateurs qui semblaient transpercer l'appareil photo. J'ai retourné la photographie. 7 mots d'une écriture inconnue m'ont glacé le sang. Le partenariat. 1993 certaines dettes n'expirent jamais. 1993 l'année où nous avions acheté cette ferme. L'année où Aurore était rentrée avec la compte en espèces, prétendant que son oncle était mort et nous avait laissé un héritage. Mais Aurore avait été fille unique. Ses 2 parents avaient été enfants uniques. Elle n'avait jamais eu d'oncle. L'aube s'est levée, grise et froide sur les montagnes du Cantal, mais j'étais éveillé depuis des heures. Le sommeil m'avait abandonné vers minuit, me laissant arpenter le parquet qu'Aurore avait insisté pour refaire elle-même. La photographie était sur la table de la cuisine où je l'avais laissée. Ces 7 mots me hantaient comme un fantôme que je ne pouvais chasser. Le café a aidé à calmer mes mains, mais il ne pouvait pas apaiser les questions qui s'entrechoquaient dans mon crâne. Qui étaient ces étrangers? Quel partenariat? Et pourquoi quelqu'un avait-il choisi la nuit dernière, après toutes ces années, pour me livrer ce morceau de mon passé dont j'ignorais l'existence? La sonnerie stridente du téléphone a percé le silence matinal à 8h30 précise. Monsieur Dubois. La voix était inconnue, professionnelle,
avec une pointe d'urgence. Je suis Jacques Rivaux. Je suis avocat ici, à Clermont-Ferrand. J'ai posé ma tasse de café, soudainement alerte. Je n'ai appelé aucun avocat. Non, monsieur, en effet. Mais j'essaie de vous joindre depuis un certain temps. Il y eut une pause, le genre de pause que les avocats utilisent lorsqu'ils choisissent leurs mots avec soin. Votre fils intercepte mes appels. La cuisine a semblé basculer légèrement. De quoi parlez-vous? Léo a visité mon cabinet 3 fois le mois dernier, monsieur Dubois. Il cherche à obtenir une mise sous tutelle d'urgence pour vos affaires. Il prétend que vous souffrez d'un déclin cognitif, que vous n'êtes plus compétent pour gérer vos propres affaires. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis affalé sur la chaise d'Aurore à la table du petit déjeuner, la même chaise où elle s'était assise chaque matin pendant 34 ans, me lisant les prévisions météo et les prix du bétail. C'est absurde, ai-je réussi à dire. Je suis parfaitement capable de. Je le sais, m'interrompit Jacques, c'est pourquoi je devais vous joindre directement, monsieur Dubois. Je représente une succession qui détient des documents très importants vous concernant, vous et votre défunte épouse. Des documents que votre fils est très désireux de vous empêcher de recevoir. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Quel genre de documents? Le genre qui explique d'où vient vraiment votre ferme. Le genre qui fait de vous un homme très riche, et le genre que certaines personnes tueraient pour garder secret. La photographie sur la table semblait vibrer d'une nouvelle signification. Comment êtes-vous au courant? Du partenariat? De 1993. La voix de Jacques baissa d'un ton. Parce que les autres parties impliquées sont mortes, monsieur Dubois. Accident de voiture dans le Maine il y a 6 mois. Un timing très pratique, si vous voulez mon avis. Je me suis levé si vite que la chaise a raclé le sol. Vous devez m'expliquer ce qui se passe. Pas au téléphone. Trop d'oreilles indiscrètes de nos jours. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose maintenant. Votre fils n'agit pas seul. Quelqu'un lui a fourni des informations, le convainquant que vous perdez la tête. Quelqu'un qui a tout à gagner à vous garder isolé et confus. Mon esprit est revenu aux appels nocturnes de Léo, à ses questions constantes pour savoir si j'étais seul. Faisait-il un rapport à quelqu'un, vérifiant que j'étais vulnérable? Écoutez-moi attentivement, a poursuivi Jacques. Allez dans le bureau de votre femme. Cherchez tout ce qu'elle aurait pu laisser derrière elle. Des clés, des adresses, tout ce qui semble déplacé, mais faites vite. Je me dirigeais déjà vers le petit bureau d'Aurore, près du salon, le téléphone collé à mon oreille. Elle l'avait gardé exactement tel qu'il était quand elle travaillait comme comptable pour la coopérative agricole locale, avant que le cancer ne rende tout le reste impossible. Monsieur Dubois, vous êtes là. Je suis là. J'ai ouvert les tiroirs du bureau, fouillant parmi de vieux reçus et des photographies décolorées. Dans le tiroir du bas, caché derrière une pile de catalogues de fournitures agricoles, mes doigts ont trouvé quelque chose de froid et de métallique. Une clé en laiton, vieille et ternie. Attachée à elle, un petit morceau de papier avec une adresse à Clermont que je ne reconnaissais pas, j'ai trouvé quelque chose, ai-je murmuré. Bien. Maintenant, écoutez très attentivement. Ne faites confiance à personne, même pas à votre famille. Surtout pas à votre famille. Pouvez-vous me rencontrer cet après-midi? À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai aperçu un nuage de poussière s'élevant du chemin communal. Un véhicule approchait par la longue allée, roulant vite, trop vite pour une visite décontractée. Monsieur Dubois. Le bruit du moteur s'est fait plus fort, plus familier. J'avais entendu ce grondement particulier 1 millier de fois auparavant. Le pick-up de Léo. Le grondement du moteur diesel de Léo a glacé le sang dans mes veines. J'ai fourré la clé en laiton au fond de ma poche et j'ai refermé le tiroir du bureau d'Aurore juste au moment où des pas ont résonné sur le porche d'entrée. Papa. La voix de Léo portait cette fausse gaieté que j'avais appris à redouter. T'es là. J'ai à peine eu le temps de redresser les papiers avant qu'il n'entre. Chloé le suivait de près, comme un requin sentant le sang. Ses yeux ont immédiatement balayé la pièce, cataloguant tout avec l'efficacité froide d'un expert en évaluation. Te voilà. Le sourire de Léo n'atteignait pas ses yeux. On s'est inquiété quand tu n'as pas répondu au téléphone. Mon téléphone n'a pas sonné. Le mensonge est sorti facilement, mais mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Papa, on a appelé 6 fois. La voix de Chloé dégoulinait d'une sollicitude calculée.
Léo était si inquiet qu'il voulait venir hier soir, mais je lui ai dit d'attendre ce matin. Hier soir, quand Jacques m'avait prévenu de ne pas faire confiance à ma famille. Assieds-toi, papa. Il faut qu'on parle. Léo m'a guidé vers la table de la cuisine avec le genre de poigne ferme que les infirmiers utilisent sur les patients difficiles. Chloé et moi avons discuté de ta situation. Ma situation, comme si j'étais un problème à résoudre. Nous nous inquiétons pour ta mémoire, a dit Chloé en s'installant sur la chaise d'Aurore comme si elle en était la propriétaire. Hier, tu as appelé Léo pour lui demander en quelle année on était. La semaine dernière, tu as oublié de payer la facture d'électricité. Et ce n'est pas, papa, s'il te plaît. L'interruption de Léo a semblé comme une gifle. On a trouvé les avis de retard de paiement. 3 mois de facture, juste là, sur ton bureau. Ma bouche est devenue sèche. Il n'y avait pas d'avis de retard. Je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Et puis il y a les fugues, a continué Chloé, ses doigts manucurés joints comme un juge prononçant une sentence. Madame Fournier nous a appelés mardi dernier. Elle a dit qu'elle t'avait trouvé en train de marcher dans la rue principale à minuit, demandant aux inconnus s'ils avaient vu Aurore. La pièce a vacillé. Ma vision s'est brouillée sur les bords. Ça n'est jamais arrivé. Papa, le déni fait partie de la maladie. La voix de Léo avait ce ton doux que les gens utilisent avec les animaux enragés. Le docteur Martin a tout expliqué. La démence précoce se présente souvent comme « Je n'ai pas de démence ». Les mots ont explosé hors de moi. Chloé a tressailli, mais son expression s'est durcie. Tu vois, des accès de violence, un symptôme classique. Ils avaient une réponse à tout. Chaque protestation devenait une preuve de mon état. Chaque déni confirmait leur diagnostic. On t'a trouvé une place, a dit Léo tranquillement. La résidence du repos à Clermont. Très bien. Très sûr. Ils sont spécialisés dans les cas comme le tien. Les cas comme le mien. Les mots avaient un goût de poison. Je ne vais nulle part. Papa, tu n'as pas le choix. Chloé a sorti son téléphone. Le docteur Martin est prêt avec les papiers d'internement. Léo a le mandat de protection future. La clé en laiton me brûlait comme une braise dans la poche. La voix de Jacques résonnait dans mon crâne. Ne faites confiance à personne, même pas à votre famille. Quand ai-je signé un mandat de protection future? Ma voix semblait étrange, distante. À Noël dernier, a dit Léo sans hésiter. Tu avais un de tes épisodes de confusion. Tu ne te souviens pas, je me souvenais parfaitement de Noël. Léo était venu pour exactement 3 heures, avait passé la plupart du temps sur son téléphone et était parti avant le dessert. Nous n'avions rien signé. Je veux voir les papiers. Ils sont dans le pick-up. Chloé s'est levée en lissant sa jupe. Pourquoi ne pas te faire une valise pendant que Léo va les chercher? Elle se dirigeait déjà vers la chambre, ses talons claquant sur le parquet d'Aurore comme des coups de feu. Ce n'était pas une intervention familiale. C'était un enlèvement. Pendant qu'il chuchotait dans le couloir, je me suis glissé vers l'arrière de la maison. La fenêtre de la salle de bain était petite, mais le désespoir me rendit flexible. Mes mains tremblaient alors que je tâtonnais avec le loquet. Papa, où es-tu passé? La voix de Léo avait une nouvelle intonation. La panique. Ils avaient réalisé que leur proie s'était enfuie. La fenêtre s'est ouverte avec un grincement de vieux bois. Je me suis faufilé à travers les rosiers d'Aurore, déchirant ma chemise, et je suis tombé sur le sol froid derrière la maison. Une berline noire tournait au ralenti au bout de mon allée, moteur en marche, l'échappement visible dans l'air de novembre. La vitre du conducteur s'est baissée alors que je trébuchais vers elle. Montez, vite. L'inconnu avait des yeux bienveillants et des mains calleuses, agrippant le volant comme un homme qui avait mené les batailles des autres. Alors que nous nous éloignions, laissant Léo et Chloé crier sur mon porche, j'ai enfin vu clairement mon sauveur. Jacques Rivaux, a-t-il dit en tendant la main droite. Nous nous sommes parlé ce matin. Le soulagement m'a envahi. Comment saviez-vous qu'il fallait être là? Je surveillais votre propriété depuis notre appel. Quand j'ai vu votre fils arriver avec des renforts, j'ai pensé que vous auriez besoin d'une issue de secours. Sa mâchoire s'est crispée. Ils ont agi plus vite que prévu. L'adrénaline s'est dissipée, me laissant tremblant. Ils avaient des papiers d'internement. Ils ont dit que j'avais signé un mandat de protection future à Noël dernier. Défaut,
tout ça. La voix de Jacques était empreinte d'une colère contenue. Votre fils planifie ça depuis des mois. Quelqu'un l'a coaché, lui a raconté des mensonges sur votre état mental. Le cabinet d'avocats de Jacques se trouvait à la périphérie de Clermont, un modeste bâtiment en briques bordé de livres de droit et de certificats. Le genre d'endroit où le travail honnête se fait. Asseyez-vous, a dit Jacques, désignant un fauteuil en cuir. Nous devons parler de Nicolas Chevalier. Le nom m'a frappé comme un coup. L'homme sur la photographie. Jacques a sorti un dossier épais. Chevalier était l'associé d'Aurore en 93. Il dirigeait ce qui semblait être un cabinet de conseil légitime, mais la réalité était beaucoup plus sombre. Il a fait glisser une coupure de journal sur le bureau. Un couple de Hamilton décède dans un accident de voiture dans le Maine. En dessous, deux visages familiers, la femme sévère et l'homme bien habillé de la photographie. Charles et Hélène Lambert, a poursuivi Jacques, ils sont morts il y a 6 mois lorsque leur voiture a quitté un pont pendant une tempête. Un timing très pratique, considérant qu'ils posaient des questions sur leurs anciens associés. Ma bouche est devenue sèche. Vous pensez qu'ils ont été assassinés? Je pense qu'ils savaient quelque chose qui leur a coûté la vie. Quelque chose sur ce qui s'est réellement passé en 1993. Jacques s'est penché en avant. Cette clé que vous avez trouvée ouvre un coffre-fort à la Première Banque Nationale. Aurore vous l'a laissé avec des instructions pour me trouver si quelque chose lui arrivait. 1 heure plus tard, nous étions dans la chambre forte de la Première Banque Nationale. La boîte 247 était petite et sans prétention, mais quand Jacques a inséré sa clé maîtresse, et que j'ai ajouté la clé en laiton d'Aurore, elle s'est ouverte comme une porte sur le passé. À l'intérieur, des disquettes d'ordinateur, un petit journal en cuir et une lettre manuscrite scellée dans du plastique. Mes mains tremblaient alors que je dépliais l'écriture familière d'Aurore. La lettre était courte, mais la première ligne, mon cœur s'est arrêté. Maxime, si tu lis ceci, j'ai fait une terrible erreur en 1993. Le reste était vague, plein d'excuses et de regrets, mentionnant des dossiers financiers et des preuves qui pourraient tous nous détruire. Elle avait caché toute la vérité ailleurs, dans un endroit où seul moi penserais à chercher. Jacques a inséré la disquette dans son ordinateur portable. Des fichiers sont apparus, des relevés bancaires, de la correspondance, des photographies. Assez pour suggérer que quelque chose d'illégal s'était produit, mais pas assez pour le prouver devant un tribunal. Elle était intelligente, murmura Jacques en faisant défiler les fichiers. Ce sont des copies, des fragments. Les vraies preuves, les originaux qui pourraient réellement faire condamner quelqu'un, sont encore cachés. Ou c'est ce que Chevalier essaie de découvrir. C'est pourquoi il a besoin de vous, Maxime. Vous êtes le seul qui reste qui pourrait savoir où Aurore a caché les originaux. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Les yeux de Jacques ont rencontré les miens. Ne répondez pas, mais le téléphone a continué de sonner, strident et insistant dans la voûte silencieuse. Contre tout instinct, hurlant de l'ignorer, j'ai répondu au téléphone. Allô, Maxime. La voix était douce comme un whisky vieilli, cultivé de la manière qui vient du vieil argent et des péchés plus anciens. Nous devons parler. Jacques s'est jeté sur le téléphone, mais j'ai levé la main. Après 31 ans de questions, j'avais besoin de réponses. Nicolas Chevalier, je présume. Très bien. Je vois que vous avez été occupé aujourd'hui, à entrer par effraction dans des banques, à fréquenter des avocats, à déterrer le passé. Son petit rire était comme de la glace qui se fissure. Tout comme Aurore. Elle ne pouvait jamais laisser les choses tranquilles. La voûte a soudainement semblé plus petite. Les murs se resserraient. Que voulez-vous? Ce que j'ai toujours voulu, Maxime. La paix. Le calme. Le genre de silence qui vient quand les vérités dérangeantes restent enterrées. Chevalier a fait une pause, et je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Il était mobile, en chasse. Votre femme était une comptable brillante, vous savez, trop brillante pour son propre bien. Jacques griffonnait frénétiquement des notes, son visage pâle sous la lumière fluorescente. En 1993, Aurore a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Chevalier a continué, 2,8 millions de dollars passant par mon cabinet de conseil sur 2 ans et demi. De l'argent qui devait être nettoyé, légitimé, rendu respectable. Mes jambes ont flageolé. Aurore en avait fait partie. Ma douce et honnête Aurore avait aidé des criminels à blanchir leur argent sale. Elle est venue me voir avec des preuves,
des enregistrements, des dossiers financiers, assez pour me faire enfermer pendant 20 ans. Mais Aurore était pragmatique. Elle ne voulait pas la justice. Elle voulait une vie meilleure pour sa famille. La ferme, la maison de nos rêves, avait été achetée avec de l'argent sale. Alors, nous avons conclu un marché, a dit Chevalier, sa voix prenant le ton d'un homme se remémorant un bon souvenir. Son silence contre votre sécurité. Une ferme d'élevage dans le Cantal, assez d'argent pour la gérer, et la promesse que son passé resterait enterré. Mais il n'est pas resté enterré, ai-je réussi à dire. Non, en effet. Charles et Hélène Lambert sont devenus avides il y a 6 mois. Ils ont commencé à poser des questions sur leurs anciens associés, menaçant d'aller voir les autorités. Il a fallu les arrêter. Le stylo de Jacques s'est cassé dans sa main. Chevalier venait d'avouer un meurtre sur une ligne téléphonique ouverte. Et Aurore? Ma voix s'est brisée. Le cancer est une chose terrible, Maxime. Si imprévisible. Parfois, il progresse bien plus vite que ne le prévoient les médecins, surtout avec les bons encouragements. La voûte a basculé. Aurore n'était pas morte d'un cancer. Elle avait été assassinée, lentement, délibérément, pendant des mois de faux espoirs et de traitements futiles. Salaud. Les mots sont sortis comme un murmure. Allons, allons, les affaires sont les affaires. Aurore devenait sentimentale dans ces dernières années, parlant de confession et de nettoyer sa conscience. Je ne pouvais pas permettre ça. La voix de Chevalier s'est durcie. Ce qui nous amène à vous, Maxime. Le dernier fil qui dépasse. Jacques bougeait déjà, emballant les disquettes et les documents. Nous devions fuir. Votre fils a été très utile, a poursuivi Chevalier, si désireux de croire que son père perdait la tête. Si disposé à signer des papiers d'internement. Une fois que vous serez enfermé en toute sécurité à la résidence du repos, j'aurai tout le temps nécessaire pour fouiller votre propriété. Fouiller pourquoi? Les originaux, Maxime. Aurore était trop intelligente pour tout garder dans un coffre-fort. Elle a enterré les vraies preuves quelque part sur cette ferme, un endroit où seul vous penseriez à chercher. Les disquettes que vous avez trouvées aujourd'hui ne sont que des copies, inutilisables au tribunal sans la preuve physique. Mon esprit s'est emballé. L'endroit secret d'Aurore. Elle l'avait mentionné dans sa lettre, mais où? Les originaux y sont toujours enterrés, n'est-ce pas? La voix de Chevalier portait la certitude d'un prédateur. Caché dans un endroit spécial, un endroit significatif pour vous deux. Avant que je puisse répondre, le téléphone de Jacques a vibré. Il a répondu rapidement, son visage devenant cendré. Maxime, a-t-il murmuré, couvrant le téléphone. C'était votre voisine, Madame Fournier. Elle dit qu'il y a de la fumée qui vient de votre ferme. Les pompiers sont en route. Le rire de Chevalier a résonné dans mon téléphone. Tic-tac, Maxime. Le temps presse. Le trajet de retour à la ferme ressemblait à une course vers notre propre exécution. Les jointures de Jacques étaient blanches sur le volant alors que nous dévalions les routes du Cantal dans l'obscurité, mon cœur martelant contre mes côtes à chaque kilomètre. Lorsque nous avons atteint le sommet de la colline, la vue a failli me figer le cœur. Ma maison était en train de mourir. Des flammes oranges dévoraient la cuisine où Aurore avait préparé le petit déjeuner pendant 34 ans. De la fumée s'échappait du bureau où elle gardait nos dossiers financiers. Nos déclarations d'impôts, chaque morceau de papier qui prouvait que nous avions existé en tant que famille. C'est elle, ai-je chuchoté, en regardant Chloé se déplacer dans les pièces en feu comme une sorte d'ange pyromane. Elle était en train de m'effacer, morceau par morceau. Garez-vous derrière le hangar à matériel, ai-je dit, ma voix rauque de fumée et de rage. Nous avons approché par le pâturage arrière. Jacques a coupé le moteur, ses mains tremblantes. J'ai appelé la gendarmerie et la police judiciaire. Ils seront là dans 20 minutes. 20 minutes. Tout pouvait être réduit en cendres 2 fois en 20 minutes. Nous nous sommes faufilés dans les hautes herbes comme des commandos, l'odeur âcre des souvenirs brûlés remplissant nos poumons. Ma poitrine semblait sur le point d'exploser sous l'effet de la fureur et de la terreur qui parcouraient mes veines. Le vieux chêne se dressait devant nous, ses branches anciennes tendant vers le ciel enfumé. Aurore avait l'habitude de lire sous cet arbre les soirs d'été, son dos contre l'écorce, son rire portant à travers le pâturage quand je lui racontais des histoires sur le bétail. Notre endroit secret, ai-je murmuré, tombant à genoux au pied du tronc. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine saisir la pelle pliante que Jacques me tendait.
La terre a cédé plus facilement que prévu, ramollie par les pluies récentes et 31 ans d'attente. À 1 mètre de profondeur, le métal a sonné contre le métal. Une boîte. L'écriture d'Aurore sur le couvercle, effacée mais lisible. Pour Maxime. Toute la vérité. Mes doigts ont tâtonné avec les loquets. Des larmes que je ne savais pas que je pleurais rendaient tout flou à l'intérieur. Des documents originaux qui pouvaient faire tomber des gouvernements. Des cassettes audio qui pouvaient détruire des vies. Des photographies qui pouvaient envoyer des hommes en prison pour le reste de leur vie. Mon Dieu, souffla Jacques, sa voix à peine un murmure. Elle a tout documenté. Chaque transaction, chaque réunion, chaque. Le grondement de moteur a déchiré la nuit comme des tronçonneuses à travers la soie. Des phares ont balayé le pâturage. 2 véhicules, roulant vite, trop vite, comme des prédateurs se rapprochant pour la mise à mort. Mon sang s'est glacé. Courez, ai-je dit, mais Jacques était déjà en train de remettre les preuves dans la boîte avec des mains qui tremblaient comme des feuilles d'automne. Le premier véhicule a dérapé jusqu'à l'arrêt, ses pleins phares transformant la nuit en un jour dur et impitoyable. Chevalier est sorti du côté passager, comme la mort dans un costume cher. Son visage était un masque de satisfaction froide. Au volant était assis mon fils, mon garçon. L'enfant qu'Aurore avait soigné à travers les fièvres et les cauchemars, livrant maintenant son père à l'abattoir. Éloignez-vous de cette boîte, Maxime. La voix de Chevalier a tranché l'air nocturne comme une lame. Vous avez causé assez de problèmes pour plusieurs vies. Je me tenais sur des jambes qui semblaient être en coton, serrant le dernier cadeau d'Aurore contre ma poitrine. 31 ans de mensonges réduits à un conteneur en métal qui pesait moins qu'un veau nouveau-né. C'est fini, Chevalier. Ma voix s'est brisée comme celle d'un adolescent. La police arrive. Jacques a enregistré votre confession. Chevalier a souri, et je jure devant Dieu que la température a chuté de 10 degrés. La police n'arrivera pas à temps pour vous aider, j'en ai peur. L'arme est apparue dans sa main comme par magie. Du chrome et de la mort noire, pointé directement sur mon cœur. Léo a trébuché hors du pick-up, son visage d'une blancheur fantomatique sous la lumière impitoyable. Monsieur Chevalier, vous aviez dit qu'on allait juste lui parler. Vous aviez dit. Les plans changent, mon garçon. Le doigt de Chevalier a trouvé la gâchette. Votre père est bien plus ingénieux que nous l'avions prévu. Le canon de l'arme ressemblait à un trou noir dans l'éblouissement des phares, prêt à engloutir ce qui restait de ma vie. Chevalier le tenait fermement, son doigt caressant la gâchette avec la patience d'un homme qui avait déjà tué. Tu veux savoir pourquoi Aurore a dû mourir, Maxime? La voix de Chevalier a traversé l'air enfumé comme une sentence de mort. Elle est devenue sentimentale dans ces dernières années. Elle a commencé à parler de confession, de nettoyer sa conscience avant de rencontrer son créateur. Ma poitrine s'est serrée. Même en mourant, Aurore avait essayé de faire ce qui était juste. Je ne pouvais pas permettre ça, a poursuivi Chevalier, ses yeux ne quittant jamais les miens. Alors j'ai un peu aidé son cancer. C'est incroyable ce qu'un peu d'arsenic peut faire quand il est administré lentement, régulièrement. Les médecins n'ont jamais rien soupçonné. Le visage de Léo est devenu livide. Vous l'avez tué? Les affaires sont les affaires, mon garçon. Chevalier ne lui a même pas jeté un regard. La femme de ton père était un passif, tout comme ton père l'est maintenant. Mais vous aviez dit. La voix de Léo s'est brisée comme celle d'un enfant. Vous aviez dit qu'il perdait la tête. Vous aviez dit que les médecins l'avaient confirmé. J'ai dit ce que tu avais besoin d'entendre. Le sourire de Chevalier était plus froid qu'un hiver dans le Cantal. Tu étais si désireux de croire que ton père était incompétent. Si disposé à signer ses papiers d'internement. Ça a rendu mon travail beaucoup plus facile. La vérité a frappé Léo comme un coup physique. Ses genoux ont fléchi et il s'est agrippé au capot du pick-up pour se soutenir. Oh mon Dieu! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as aidé à nettoyer un gâchis vieux de 31 ans, a dit Chevalier, pragmatique. Ni plus, ni moins. J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu le garçon à qui j'avais appris à monter à cheval, à rassembler le bétail, à être un homme d'honneur. Ce garçon était toujours là, noyé dans la honte et la manipulation. Léo, dis-je doucement, ma voix perçant l'air de la nuit. Regarde-moi, mon fils. Ses yeux ont rencontré les miens, remplis de larmes et de terreur.
Choisis qui tu veux être, dis-je. Ici, maintenant. Tu peux être l'homme que ta mère a élevé, ou tu peux être sa marionnette pour toujours. Le rire de Chevalier était comme du verre brisé. Touchant, mais j'ai bien peur que les réunions de famille soient. Le hurlement lointain des sirènes a coupé ses mots comme un couteau dans la soie. Plusieurs véhicules, arrivant vite depuis la direction de la ville. Merde, marmonna Chevalier, son sang-froid se fissurant pour la première fois. Ils sont en avance. Léo s'est redressé, quelque chose changeant dans son visage. La confusion se dissipait, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus fort, quelque chose qui ressemblait à sa mère. Vous m'avez menti, a dit Léo, sa voix gagnant en force. Surtout. Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Chevalier a de nouveau pointé l'arme vers moi, son doigt se resserrant sur la gâchette. Il est temps d'en finir. C'est alors que Léo a bougé. Un instant, il était à côté du pick-up, l'instant d'après, il se plaçait directement dans la ligne de tir. Mon cœur s'est arrêté alors que je regardais mon fils se mettre entre l'arme de Chevalier et ma poitrine. Ses bras écartés, comme s'il essayait de protéger le monde entier. Non. Le mot est sorti de ma gorge comme un cri. Les yeux de Chevalier se sont écarquillés de choc. Hors de mon chemin, idiot. Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. La voix de Léo était stable comme le granit, mais je pouvais voir ses mains trembler. Plus maintenant. L'arme était maintenant pointée directement sur le cœur de mon fils. 2 mètres de distance, aucune couverture, aucune protection sauf son propre courage. Bouge ou je te descends aussi, a grondé Chevalier. Alors tuez-moi. Léo a fait un autre pas vers l'arme, vers la mort. Mais il faudra me passer sur le corps pour l'atteindre. Le temps a semblé se figer à cet instant. Mon fils, mon garçon, que je pensais m'avoir trahi, se tenant entre une arme chargée et son père, prêt à mourir pour l'homme qu'il avait essayé de faire interner quelques heures plus tôt. Léo, s'il te plaît, ai-je murmuré. Ne fais pas ça. Il a tourné la tête légèrement, juste assez pour croiser mon regard. Je t'aime, papa. Je suis désolé pour tout. Les sirènes se rapprochaient. Peut-être à 2 minutes. Le visage de Chevalier s'est tordu de rage et de désespoir. Espèce de stupide sentimental. Posez cette arme, a dit Léo, sans jamais quitter Chevalier des yeux. C'est fini. La voix du major de la gendarmerie a retenti dans le pâturage à travers un mégaphone. Jetez vos armes. Vous êtes cernés. Des gyrophares rouges et bleus ont peint la nuit alors que les véhicules de gendarmerie atteignaient le sommet de la colline, suivis par un SUV noir de la police judiciaire. Chevalier a regardé les véhicules qui approchaient, puis la silhouette inébranlable de Léo, puis moi, calculant des probabilités qui venaient de devenir impossibles. Ce n'est pas fini, a-t-il grondé, mais sa main armée tremblait maintenant. Si, ai-je dit, ma voix se brisant de fierté et de terreur en regardant mon fils tenir bon. C'est fini. Le soleil du printemps filtrait à travers les nouvelles fenêtres de ma maison reconstruite, réchauffant des planchers qui ne portaient plus l'odeur de la fumée et de la trahison. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sous le vieux chêne. 3 mois depuis que mon monde avait brûlé pour renaître de ses cendres. Je me tenais dans ce qui était autrefois le bureau d'Aurore, maintenant transformé en un salon lumineux, où ses photographies souriaient depuis le manteau de la cheminée. Les batailles juridiques étaient enfin terminées. Chevalier avait écopé de la réclusion à perpétuité pour 3 chefs d'accusation de meurtre et d'association de malfaiteurs. Les preuves qu'Aurore avait enterrées avaient été plus que suffisantes pour le condamner et démanteler toute son organisation. Chloé avait pris 7 ans pour incendie criminel, complicité et tentative de meurtre. Son avocat avait essayé de plaider qu'elle ne faisait que suivre son mari, mais l'accusation a brossé un tableau différent. Une femme qui avait planifié avec enthousiasme ma destruction pour une part de l'argent de l'assurance et de la propriété de la ferme. Léo avait eu plus de chance, si l'on peut dire. Sa coopération avec la police judiciaire et sa décision de dernière minute de me protéger lui avaient valu l'immunité. Le procureur a décidé que le fait d'avoir été manipulé par Chevalier était une punition suffisante, surtout compte tenu du fait qu'il avait failli mourir en essayant de sauver son père. Le dédommagement de la succession Lambert avait été substantiel. 5,2 millions d'euros, l'argent sale qu'Aurore avait aidé à blanchir 31 ans plus tôt. J'en ai gardé assez pour reconstruire la ferme et assurer mon avenir, mais le reste allait à quelque chose qu'Aurore aurait approuvé. Le bruit des marteaux m'a attiré à la fenêtre de la cuisine.
Léo travaillait sur la nouvelle grange, sa chemise trempée de sueur malgré l'air frais du printemps. Il était revenu à la ferme après le divorce, dormant dans l'ancienne cabane du contremaître, pendant que nous réapprenions à être un père et un fils. Papa. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur une serviette. L'entrepreneur veut savoir pour les plans du centre communautaire. Le centre communautaire, notre dernier projet financé par l'héritage d'Aurore, un lieu où les vétérans locaux pourraient obtenir des conseils, une formation professionnelle et du soutien. Le genre de centre de guérison dont notre communauté rurale avait besoin depuis des décennies. Dis-lui de continuer, ai-je dit. La fondation veut qu'il soit opérationnel d'ici l'automne. Léo a hoché la tête mais est resté dans l'embrasure de la porte. Ses conversations étaient encore maladroites, encore prudentes. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas du jour au lendemain. Papa, Il luttait avec les mots. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai essayé de te faire. Les papiers d'internement, les mensonges que j'ai crus, le fait que j'ai failli te faire tuer. J'ai posé ma tasse de café et je l'ai vraiment regardé. Il avait perdu du poids au cours des 3 derniers mois, vieilli d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps. La culpabilité était un lourd fardeau à porter. Tu as fait un choix cette nuit-là, ai-je dit tranquillement. Quand ça comptait le plus, quand ta vie était en jeu, tu as choisi de me protéger. C'est ce dont je me souviens. Mais avant ça, tu as été manipulé par un maître manipulateur. Chevalier avait 30 ans d'expérience dans la destruction de famille, mon fils. Tu n'étais pas sa première victime. Les yeux de Léo se sont remplis de larmes qu'il retenait depuis des mois. Maman aurait honte de moi. Ta mère serait fière de l'homme qui s'est interposé entre une arme et son père. De l'homme qui a passé 3 mois à reconstruire ce qu'il a aidé à détruire. Je me suis levé et j'ai posé ma main en son épaule. La confiance prend du temps, mon fils, mais nous avons le temps. Son téléphone a vibré. Un SMS de l'entrepreneur. Alors qu'il le lisait, je me suis souvenu de ces appels nocturnes qui avaient déclenché tout ce cauchemar. Mais maintenant, quand Léo appelait, ce n'était pas pour vérifier si j'étais seul ou vulnérable. Maintenant, il appelait pour prendre de mes nouvelles, pour partager ses propres luttes, pour reconstruire lentement la relation que Chevalier avait tenté de détruire. Le groupe de vétérans veut visiter le centre la semaine prochaine, a-t-il dit en levant les yeux de son téléphone. Tu penses qu'on sera prêt? On sera prêt. J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. L'espoir en l'avenir. On a tout le temps du monde. Alors que Léo retournait au travail, j'ai pensé au chemin qui nous avait menés ici. De ce premier appel téléphonique étrange à 22h15 un soir de novembre à ce moment de guérison tranquille, les secrets d'Aurore avaient failli nous détruire. Mais à la fin, ils nous avaient aussi sauvés. Le téléphone a sonné. Pas le fixe qui avait été porteur de tant de douleurs, mais mon nouveau portable. Le nom de Léo est apparu à l'écran. Je prends juste des nouvelles, papa, a dit sa voix quand j'ai répondu. Pour m'assurer que tu vas bien. Je ne suis pas seul, ai-je dit en regardant la ferme où une nouvelle vie renaissait des cendres de vieux mensonges. Plus maintenant. Les leçons les plus difficiles viennent parfois des personnes que nous aimons le plus. Assis ici dans ma maison reconstruite, regardant le printemps redonné vie à notre ferme du Cantal, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix que nous faisons quand tout s'effondre. Le destin a une façon de nous tester à travers les personnes les plus proches de notre cœur. Quand Léo a été complice de Chevalier, j'ai cru avoir perdu mon fils pour toujours. Mais le destin agit de manière mystérieuse, et parfois il utilise nos moments les plus sombres pour révéler qui nous sommes vraiment. Le même fils qui a failli me détruire est devenu l'homme qui m'a sauvé la vie. Ces histoires ne sont pas juste des contes pour passer le temps. Elles nous rappellent que la rédemption est toujours possible. Cette histoire vraie m'a appris que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte qu'un père puisse offrir à son enfant. Les secrets d'Aurore auraient pu nous enterrer tous les deux, mais au lieu de cela, ils sont devenus la fondation de quelque chose de mieux. La confiance prend du temps à se reconstruire, mais l'amour, le vrai amour, endure tout. Quand la vie permet aux familles d'être déchirées, elle offre aussi la grâce de guérir ce qui semble irréparablement brisé. Léo m'appelle tous les soirs maintenant, non pas pour vérifier si je suis seul, mais pour me rappeler que je ne le serai plus jamais. Cette histoire vraie prouve que même les pires trahisons peuvent conduire aux plus grandes bénédictions. Et ces histoires que nous nous racontons, elles deviennent l'héritage que nous laissons derrière nous.
Pas des familles parfaites, mais des familles qui ont pardonné. La vie est trop courte pour garder rancune contre les personnes qui comptent le plus. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions faire à nos enfants est la chance de devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. Que feriez-vous si votre famille vous trahissait? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le pardon est toujours possible.